Bonjour à tous et bienvenue sur Applied Digital, un podcast d'Inventive. Dans ce podcast, on réunit nos différents experts pour parler de développement applicatif, web et mobile. Merci de vous abonner et de partager le podcast. Bonne écoute! Cette semaine, je suis accompagnée de Gabriel Garand, gestionnaire de l'équipe Product Owner, et Charles-Olivier Levasseur, Solution Director, pour parler des types de partenariats qu'on met en place chez Inventive lorsqu'on travaille avec nos clients. Bonjour à tous, bonjour Gabriel, bonjour Charles-Olivier, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci, bonjour. Avant qu'on se lance, on va faire comme à nos habitudes, je vous laisse vous présenter. On commence par moi. Allez. Donc moi, c'est Gabrielle. Je suis manager des Product Owners chez Inventive depuis maintenant 8 ans, presque 8 ans. J'ai un background en communication marketing. J'ai été beaucoup en agence avant, en publicité. Après ça, j'ai été gestionnaire de projet avant d'être Product Owner. Ça doit bien faire 4 ans que je fais plus Product Owner. Et voilà. Cool. Moi, Charles-Olivier Levasseur, je suis Solution Director chez Inventive. Je viens d'un background surtout de gestion de projet. J'ai fait 10 ans dans une compagnie de consultation qui œuvrait surtout dans le domaine gouvernemental puis assurance. Fait que des plus gros clients, plus, on va dire, bureaucratiques, politiques. Donc, le domaine du développement mobile a été assez rafraîchissant pour moi. Là. Ça bouge beaucoup, c'est le fun. Ouais. Mon rôle, Solution Director, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça se veut un partenaire stratégique là, pour les clients. Donc, on veut vraiment se positionner dans une relation de partenariat. On va en parler là, plus tard dans le podcast, mais c'est ça. On veut être un allié avec le client pour s'assurer de matérialiser sa stratégie d'affaires, ses objectifs d'affaires, s'assurer qu'il est bien préparé autant à ce qu'il y a à mettre en place pour assurer le succès de son projet que de qu'est-ce que ça va représenter là, comme investissement. Okay. Puis c'est aussi de garder une vision à plus long terme avec le client qui des fois est pas nécessairement facile à garder au point de vue des équipes qui sont dans le delivery parce que leur concern premier, c'est de livrer. Ouais. Fait que c'est ça. Puis sinon, un petit rôle aussi à l'interne pour coacher, conseiller les équipes qui sont dans le delivery, mais c'est vraiment plus au niveau stratégique avec les clients. OK. Puis c'est ça, vous avez 2 points communs qu'on peut dire aujourd'hui, mais vous en avez certainement plus. Mais le premier, c'est que vous êtes au campus de Québec. Le deuxième, bien évidemment, c'est que, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, vous faites partie du groupe Solutions. Puis c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. En fait, on veut vraiment prendre le temps d'expliquer de quelle manière on crée de réels partenariats avec les clients. Puis ça passe énormément par vous, par le groupe Solutions. Donc, je ne sais pas si vous voulez en dire un peu plus ou si on va en dire un peu plus dans le podcast, mais ça va vraiment être ça le focus de ce podcast. Oui, je peux peut-être expliquer un peu, en fait, le groupe Solutions. Présentement, c'est le groupe donc des Product Owners, donc responsables de produits. On a les gestionnaires de projets aussi avec nous qui sont également Scrum Masters chez nous, puis les architectes. Puis l'idée, c'est un peu un trio qui collabore pour s'assurer qu'on oriente bien les clients. Puis en fait, c'est un peu comme Charles-Olivier disait tout à l'heure, on est entre les clients et l'équipe de travail, mais on est vraiment plus dans le quotidien, je dirais, des projets, vraiment les mains dedans dans le contenu. Puis c'est ça se veut toujours essentiellement une collaboration, un support aux clients aussi. Puis on est toujours en mode prendre les demandes, comprendre aussi les demandes, puis s'assurer qu'on livre en fait le bon service, puis qu'on aide les clients à se questionner sur leurs réels besoins. Okay. On est un petit peu toujours dans cette mentalité-là. Donc c'est ça, tu sais, si on commence avec le premier point qui est le point central, c'est-à-dire identifier les besoins et les objectifs du client, tu sais, de quelle manière on les accompagne au quotidien. Au début, je suppose que ça commence dès le début d'un projet, puis tu sais, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la manière dont la méthodologie pour identifier tous les besoins? Je pourrais commencer en fait parce que ça commence avant la description des fonctionnalités, des features qu'on va mettre en place. Tu sais, quand un client arrive souvent avec un besoin, souvent il va le formuler en solution, mais on va prendre un step back, on va essayer de retravailler avec le client, de revenir à la base. Pourquoi il fait ça? C'est quoi la stratégie qui est en arrière, s'il y en a une? C'est quoi les objectifs qu'on essaie d'atteindre avec ça? Puis pour qui on le fait? C'est qui les utilisateurs? C'est qui les parties prenantes dans le projet? Parce que
des applications, c'est sûr, les parties prenantes principales, c'est l'utilisateur, mais c'est beaucoup plus que ça. Dans l'organisation, qui va bénéficier de ce que ça apporte, qui est intéressé à en tirer des bénéfices. Fait que c'est de se poser toutes ces questions-là pour qu'on soit capable de bien positionner notre équipe à remplir ces objectifs-là. Fait que après ça vient naturellement les équipes, les étapes plus de description des besoins, que Gab va pouvoir expliquer plus, là, mais si on part pas du début vraiment d'un niveau plus stratégique, ben ça va être difficile à atteindre. Puis c'est qu'on peut avancer loin avant de se rendre compte que finalement, on n'est peut-être pas dans la bonne direction. Donc, il faut poser les bonnes questions. Tu sais, justement, Gab, tu peux nous en dire plus, mais... Oui, ben en fait, ça m'a fait penser aussi, souvent, on va passer par une phase de découverte. On en a parlé, je pense, dans d'autres podcasts aussi, mais l'idée, c'est lorsque les clients arrivent, puis c'est aussi souvent, j'ai envie de dire, de réorienter un peu le niveau de discours dans le sens où des fois, on passe vite à parler d'une solution numérique quand je veux utiliser telle plateforme, mais en fait, lorsqu'on s'accole rapidement à ce niveau de discours-là, on oublie en fait pourquoi on fait ça, puis on se ferme les portes rapidement. On manque des opportunités. C'est ça, exactement. Fait qu'en découverte, on s'assure quand même, en fait, avant la découverte, lorsqu'on a les premières discussions, avant d'avoir un contrat, on s'assure de questionner le client sur à quel point il y a de l'information déjà sur les utilisateurs, à quel point on a accès à des... ce qu'on appelle des subject matter experts, pour savoir est-ce qu'on a le data déjà ou est-ce qu'on parle uniquement avec un angle, donc client-business, parce que donc, si on n'a pas encore ce data-là, ben on va proposer des solutions pour aller faire de la recherche utilisateur pour s'assurer d'aller le chercher. Puis c'est ça. Donc, on essaie en fait de s'assurer que les clients, à la fois, ont pensé à avoir ce input-là avant de continuer. Puis après ça, niveau vraiment plus responsabilité produit, mais c'est là une fois que, bon, par exemple, avec les solution directors, si on a un roadmap qui est un peu plus établi, niveau solution de produit, on va plus y aller dans la découpe, en fait, des épiques, des fonctionnalités, qu'est-ce qu'on livre en premier, qu'est-ce qui amène le plus de valeur, puis le juste niveau, en fait, dans les fonctionnalités pour en faire assez, puis non plus pas en faire trop dans ce qu'on livre. Puis, si je peux faire du pouce là-dessus aussi, t'as parlé de recherche utilisateur, Gab. Tu sais, on va vraiment s'assurer que ce qu'on va travailler, ben ça va être vraiment ce que le client a besoin en bout de ligne. Puis il y a des clients qui vont déjà l'avoir fait, qui vont déjà avoir toute la recherche utilisateur de fait, la stratégie va être là. Puis c'est parfait. Nous, dans le fond, on va juste recueillir ces documents-là pour, après ça, guider nos démarches. Mais si c'est pas fait, on va vraiment insister pour que ça soit fait parce que c'est vraiment structurant pour tout le reste du projet pour s'assurer qu'au bout de la ligne, on a un succès. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur la gestion du changement, par exemple. La gestion du changement, c'est pas quelque chose qu'on... ça fait pas partie de notre offre de service direct chez Inventive, mais c'est quelque chose qu'on va quand même aborder avec les clients parce que c'est hyper important pour le succès d'un projet. Puis nous, on va pas seulement s'arrêter à livrer ce qu'on nous a demandé. On va s'assurer justement que le projet est un succès au bout de la ligne. Et donc, on va sensibiliser le client sur ces sujets-là, comme la gestion de changement, par exemple. Puis on va aussi s'assurer pendant le processus de un peu suivre l'évolution de tout ça pour que... S'assurer que dans leurs équipes, c'est fait, qu'il y a une adaptation au changement continuel. Puis c'est ça, puis d'aider, d'outiller si besoin. Puis à quelle fréquence vous parlez aux clients? C'est pratico-pratique. Mais en fait, ça dépend dans quelle phase. Dans les phases au début, des fois, on a besoin d'un peu de moments où on va faire des ateliers, puis après ça, on va prendre quelques jours chacun de notre côté pour ça, par exemple, monter un début de quelque chose avant d'aller faire un autre atelier. Fait qu'il y a beaucoup de préparation entre les ateliers. Puis j'ai envie de dire que le début de la relation avec les clients, c'est intéressant parce que c'est comme c'est non seulement un début de relation entre deux entreprises, mais aussi entre des personnes. On apprend. Humains, c'est ça, exact. Fait qu'on apprend à connaître la personne qui est de l'autre côté, puis souvent, c'est un groupe de personnes. C'est quoi les responsabilités de chacun? Puis c'est hyper important aussi. On va les questionner. Tu sais, par exemple, des gens vont avoir des rôles de project manager. Puis dans toutes les entreprises, des fois, il y a des terminologies qui sont différentes, des pilotes de projet et tout ça. Puis c'est de sentir un peu c'est quoi exactement qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi leur rôle de compétence, puis d'aller questionner aussi leur processus décisionnel de leur côté. Souvent, les grosses entreprises, on a un interlocuteur qui a un certain niveau de prise de décision,
Mais après ça, cette personne-là, elle a des besoins aussi internes. Elle doit aller valider avec 1 ou 2 paliers. Puis, ces paliers-là ont besoin de certains outils aussi pour être capable de prendre des décisions. Fait qu'on veut être sensible à ça comme partenaire pour s'assurer que non seulement nous, en fait, de notre côté, on a besoin d'avoir les vraies décisions qui sont prises, mais de leur côté aussi que le client soit toujours outillé, en fait, pour aller porter les messages plus haut puis s'assurer d'avoir le sign-off, en fait, de tout le monde avant que les choses se passent. Fait que pour moi, c'est hyper important, ce niveau-là qui est très, je dirais, dans l'humain puis dans la sensibilité là, d'établir une bonne relation de collaboration. Parce que c'est des relations humaines avant tout, quoi. Oui, exact. Okay. Et en termes d'interlocuteurs, chez le client, ça va être quel type, généralement, d'interlocuteur? Mettons, est-ce que vous parlez de PO à PO ou est-ce que tu peux parler avec quelqu'un qui n'a pas du tout le même rôle, les mêmes missions à l'interne? C'est quoi souvent les interlocuteurs? En général, ça va être les gens avec qui on collabore, en général, c'est des product owners ou des chargés de projet. OK. Par contre, veux pas, en fait, ça dépend. Tu sais, ça, c'est plus ces gens-là, c'est souvent plus au quotidien que lorsqu'on est rendu dans la phase de développement. En amont, souvent, on va parler avec plus de stakeholders, en fait, parce qu'il y a des gens qui commanditent, en fait, ce besoin-là, mais qui ne seront pas nécessairement dans le quotidien. Puis lorsqu'on fait de la recherche, on va parler à des experts de sujet et tout ça. Puis dépendamment du projet, des fois, on va vouloir rester plus près quand même de ces gens-là, tu sais, des subject matter experts. C'est qu'on va souvent vouloir aller chercher leur avis. Okay. Des fois, le design est fait du côté client, fait qu'on va collaborer avec des designers UX et UI. Mais c'est un peu là que je m'en allais, tu sais, ça dépend un peu des projets. Ça dépend même de la nature du projet parce que il y a des projets qui sont plus structurants, qui ont plus d'impact dans les opérations. À ce moment-là, tu vas vouloir avoir en plus de tout ce que Gab t'a mentionné, tu vas vouloir avoir des représentants des secteurs d'affaires qui sont impactés pour être sûr que justement, je reviens sur la gestion de changement, que les équipes sont préparées à recevoir cette nouvelle solution-là et qui ont leur mot à dire aussi dans la définition de la solution pour que quand ça arrive, ça soit pas une surprise puis là, il y a ça qui marche aussi, pas, pourquoi vous nous avez pas parlé, parce que là, on vous aurait dit que ça, il aurait fallu que ça soit fait différemment, tout ça. Fait que ça dépend un peu des projets, mais essentiellement, je pense que c'est ça, PO, PM, ça prend tout le temps un sponsor, puis ça revient à la gouvernance en général. Tu sais, quand on démarre un projet, il faut déterminer la gouvernance là, avec le client, dépendamment de son contexte, dépendamment de la nature du projet qu'on fait, déterminer les intervenants clés dont on a besoin dans le projet. Puis c'est une chose des identifier, mais puis Gab t'en a parlé, il faut qu'ils soient impliqués. Il faut trouver la bonne structure pour que ce soit des comités, de la comitologie ou même des rôles avec un processus décisionnel. Faut trouver une façon que ces gens-là soient impliqués puis engagés dans le projet. Fait que tantôt on parlait du groupe solutions, la cellule de PO, PM et architecte, ils vont beaucoup travailler là-dessus, de garder puis en général, nous dans le groupe solutions, un de ces trois-là va porter le chapeau de client lead. C'est-à-dire que il va un peu chapeauter le projet, puis chapeauter aussi la relation client. Donc ça va être son rôle à lui, en collaboration avec les deux autres, de s'assurer que ces rôles-là restent engagés. Puis au niveau du directeur de solution, donc peut-être à un plus haut niveau, va s'assurer aussi de générer des occasions d'échanger avec la plus haute direction pour que, garder la haute direction, s'assurer qu'elle reste informée du projet, ce qui normalement devrait être fait à partir des opérations courantes du projet avec la bonne structure de gouvernance, l'information devrait remonter, mais quand même de s'assurer qu'il reste informé. Puis aussi, dans une perspective, comme je disais tantôt dans mon introduction, plus long terme, qu'est-ce qui s'en vient? Tu sais, là, on fait un gros projet super important, mais c'est quoi le next step pour vous? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble après? C'est ça. Fait que c'est de déterminer tout ça. Donc, en fait, il faut que vos points de contact soient vraiment diversifiés, à la fois dans les différents départements, mais aussi dans les différents niveaux hiérarchiques. Parce que de ce que je comprends, il faut que ça reflète les besoins de chaque niveau hiérarchique, tu sais, à la fois les personnes qui les utilisent et les personnes plus, tu sais, dans la direction, etc. Et donc, c'est ça, il faut vraiment prendre le pouls
d'un peu toutes les personnes pour être sûr qu'on s'en va dans la bonne direction, quoi. Tantôt, tu parlais de fréquence, là. C'est sûr que ça aussi, ça dépend beaucoup du contexte. Tu sais, mettons, du niveau à qui tu t'adresses, là. Mettons, le directeur de solution avec la haute direction, ils se parleront pas tous les jours, c'est sûr. Mais une équipe qui est en finalisation, qui est sur le point de livrer un projet, va sûrement parler daily avec le client. Tandis qu'une équipe qui est plus en mode conception, ben là, ça va être des ateliers, il va y avoir peut-être des pauses. Oui, c'est ça, ça dépend de l'étape dans le cycle de vie aussi du... Puis, en fait, tu as parlé de la fin du projet, puis je me rends compte qu'on a oublié peut-être des interlocuteurs aussi. À la fin, souvent, en fait, il y a souvent une phase de test avec le client. On a beaucoup de collaborations clients où, par exemple, le back-end est fait chez le client, ou les tests, il y a certains tests utilisateurs et tout ça. Donc, il y a toute la partie, les gens qui vont tester, qui sont parfois des gens à qui on a parlé, parfois pas tant que ça, parce qu'ils ont été un petit peu moins dans le quotidien. Fait que ces gens-là, il faut s'assurer de bien les outiller, tu sais, vers la fin, qu'est-ce qui doit être testé, c'est quoi les requis, puis les supporter dans leur travail. Puis toute l'équipe marketing aussi du client. Tu sais, souvent, on va mettre une app en ligne, puis automatiquement, elle sera téléchargée par des millions d'utilisateurs, mais cette partie-là est hyper importante, non seulement pour que ça soit communiqué comme il faut, puis tu sais, supporter, en fait, l'équipe de communication marketing. Parfois, c'est à l'interne, chez le client, parce que c'est une application qui a une vocation interne, ou parfois, c'est à l'externe, puis à ce moment-là, toute la génération des contenus pour vendre l'application et tout ça, on supporte beaucoup à ce niveau-là. Même niveau analytique, j'ai goût de dire, tout ce qui est data qui va être utilisé, qu'on doit intégrer dans l'application, qui va être analysé souvent par quelqu'un à l'interne chez le client. Fait qu'il faut bien... en fait, votre rôle aussi, c'est un peu de penser à tous les paramètres pour être sûr que tout fonctionne bien, à la fois ce qui est fait chez nous, mais aussi chez eux, parce que c'est ça l'objectif, fournir de la solution qui fonctionne le mieux, puis qui est le plus facilement intégré par les utilisateurs. Donc, même si nous, ce qu'on fait principalement, c'est du développement, il faut être conscient que s'il n'y a pas de stratégie de marketing, de contenu, etc., c'est aussi un facteur clé de succès, puis s'assurer que ça soit bien présent et penser, c'est important. Au niveau, vous parlez de... pour le moment, excuse-moi, juste parce que j'en profiterai pour peut-être positionner notre offre de service. Parce que c'est ça, on parle de toutes sortes d'affaires, là, comme justement des tests utilisateurs, les départements marketing. Puis c'est là où on a vraiment une relation, je pense, de partenariat avec tous nos clients et non pas une relation de juste client-fournisseur. Puis ça vient de notre offre de service. On a une gamme de services complète qui part de la stratégie, design, UX, UI, là, fait que ça compte aussi la recherche utilisateur. Puis c'est sûr, après ça, tout l'aspect groupe solution, le dev, etc. Puis c'est une offre qui est modulable en fonction des besoins du client. C'est comme Gab l'a dit, il y a plein de clients qui ont des départements de design. Parfait, on va travailler avec leur département de design. Même chose avec la stratégie. Il y en a qui ont... Moi, j'ai un client qui a un excellent département de stratégie. Ils font toute la recherche utilisateur, tout le volet de data analytics, ils le font de leur côté pour être capable justement de faire une stratégie puis de dire OK, vers où on s'en va là, pour les prochaines features, c'est quoi les améliorations que les clients attendent, sur quoi on devrait investir. Mais il y a d'autres clients qui sont pas outillés pour faire ça parce que ils ont d'autres sortes de contextes et donc c'est là que c'est important d'avoir vraiment un partenaire qui est capable de pallier puis de t'aider à prioriser tes investissements pour les rendre les plus efficaces possibles. J'ai envie de faire du pouce encore sur ce que tu dis. Mais tu sais, parmi notre offre de service, il y a quelque chose qui est peut-être un peu moins visible, mais à l'interne, on a aussi des comités de pratique qui s'occupent de surveiller certains sujets, comme, tu sais, par exemple, tout ce qui est la législation ou l'accessibilité. On a des comités de pratique qui, en fait, qui font de la veille, puis qui nous informent à l'interne des nouvelles choses qui s'en viennent, les lois à supporter et tout ça. Puis c'est un autre volet qui est quand même hyper important à communiquer avec les clients. Tu sais, un client qui arrive, qui a, ça me vient en tête parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais tu sais, qui est basé en Ontario, par exemple, il y a de la législation à ODA qu'il faut potentiellement, qu'il faut respecter, puis qui est très appliquée à ça va être quoi leur vision à eux. Fait que nous, on veut juste s'assurer d'ouvrir la porte à ça parce que ça a des coûts, veut pas, dans l'application ou dans peu importe la plateforme qu'on va développer. Puis je pense que c'est notre rôle de juste s'assurer que le client est conscient qu'il y a quelque chose qui existe, qu'il y a de la législation qui existe sur le web ou en technologie. Ça reste de sa responsabilité, tu sais, de
structurer comment il veut respecter ça, mais on accompagne beaucoup les clients là-dedans, puis on reste... les comités, en fait, servent à garder le groupe Solutions et tout le monde, en fait, conscient de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui s'en vient, des updates de OS et ces choses-là, pour qu'on soit toujours au fait des nouveautés et qu'on puisse les communiquer. Parce que c'est ça, on travaille quand même dans un des domaines, je pense, les plus dynamiques, donc c'est important de faire une veille très, très efficace. Puis on a quoi, une dizaine de comités de pratique? Ouais. Donc, ça permet d'être bien vigilant à tous ces éléments. On parle beaucoup de comment on aide les clients, mais je pense qu'une des plus grosses aides, en tout cas pour le projet, de la part du groupe Solutions, c'est à la fois que vous êtes capable de prendre tous les besoins du client, de bien les aiguiller, mais c'est aussi de le traduire. En fait, c'est moi, souvent, quand je suis arrivée au début, mais à chaque fois, on me disait, groupe Solutions, surtout PO, c'est les traducteurs. C'est les traducteurs de besoins. Puis je pense que c'est important aussi, c'est ça qui permet à un projet de bien rouler à un certain point, c'est de garder... On a parlé de garder les personnes chez le client impliquées, bien conscientes du temps, de l'énergie, etc. Mais c'est pareil dans nos équipes, c'est aussi votre rôle de les garder impliqués, de bien expliquer pourquoi on fait les choses. Je pense qu'on ne travaille jamais aussi bien que quand on comprend pourquoi on fait les choses. Puis je pense que c'est vrai, ça tient vraiment à cœur à nos équipes. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur de quelle manière vous travaillez cette fois-ci avec nos équipes au quotidien? Oui. Gab, je te laisserai commencer parce que je trouve que le volet PO, c'est le plus important de cette question-là. Oui. En fait, le responsable produit, en fait, la position qu'on veut s'assurer d'avoir, c'est toujours de discuter, d'avoir un niveau de discussion qui est au niveau des requis d'affaires, en fait. Donc, moi, mon rôle, c'est de questionner ce qui se retrouve sous ce qui est dit. Donc, parfois, on va parler... souvent, les clients vont arriver avec « je veux telle plateforme, je veux telle solution », puis c'est de questionner le pourquoi, puis d'aller m'assurer en fait, bref, c'est ça, qu'on creuse, en fait, la valeur des choses. Puis après ça, tout ça se traduit, en fait, dans un backlog qui est utilisé pour le développement. Puis la structure du backlog, la façon dont il est découpé et dont il est écrit, c'est hyper important parce que c'est non seulement mon outil de travail pour documenter les requis, mais c'est également l'outil de travail pour les développeurs pour proposer une solution technologique qui correspond, qui va répondre aux requis. Même chose pour les designers. On fait des designs basés sur répondre à un besoin, donc tout ça va ensemble. Puis même chose à la fin du processus, les gens qui vont tester doivent tester des requis. Donc, le rôle du Product Owner, je dirais, c'est moi qui m'occupe dans mes projets, c'est moi qui m'occupe de générer cet outil-là au service de l'équipe essentiellement et au service du client aussi, de rédiger des requis qui sont digestes pour le client, qui sont faciles à comprendre, puis aussi de m'assurer en fait en contrepartie lorsqu'il y a des solutions qui sont amenées ou il y a des décisions à prendre sur les solutions, par exemple, pour répondre à tel besoin d'affaires, il y aurait solution ABC avec certains avantages et inconvénients, puis d'amener une recommandation. Ça fait aussi partie du rôle de traduction de l'autre côté, de l'équipe vers le client et du client vers l'équipe. Fait que... puis, tu sais, dans le fond, il y a tout un processus, une méthodologie en arrière de ça qu'on appelle le refinement là, dans notre domaine, mais tu sais, qui est un art là, de réussir à faire bien comprendre les besoins en termes de développement, les besoins du client, parce que c'est facile de tomber dans un trou, une cheville. J'ai un besoin, je développe quelque chose qui va répondre aux besoins, mais je pense que le défi, c'est de ne pas perdre de vue les objectifs que le client avait en arrière de cette demande-là, en arrière de la feature qu'on a écrit, pourquoi on l'a fait, puis c'est là où le PO va vraiment réussir à transmettre cette compréhension-là à l'équipe de dev. Et donc, l'équipe de dev, quand ils sont en train de coder, ils ont ça en tête, ils ont une bonne compréhension, fait qu'ils sont capables de mieux ressortir les enjeux, les défis qu'ils ont à travers le développement, puis les bloquants quand il y en a. Fait que, je pense que c'est ça qui est vraiment... qui fait le succès d'une solution au bout de la ligne. Là. C'est d'être parti vraiment, comme on disait, de la stratégie, de re-questionner le pourquoi on le fait. Mais après ça, de réussir à ne pas perdre, qu'il n'y ait pas de dichotomie entre cette compréhension-là à ce niveau-là, puis dans les équipes de développement. Fait que c'est là où le PO va avoir une grosse valeur. Sinon, en termes d'accompagnement aussi, c'est ça, l'architecte, c'est plus traditionnel comme rôle, fait que je vais passer peut-être un peu moins de temps là-dessus, mais
l'architecte va venir asseoir les grands principes, les solutions pour que l'équipe de dev soit orientée quand ils vont essayer de répondre à ces besoins d'affaires qui ont été définis par le PO. Puis du côté du PM, lui, son rôle, c'est plus de s'assurer que tout roule, on respecte on va dire la portée qui a été définie par le PO dans les budgets, dans les temps qu'on avait. Puis, naturellement, quand on a des imprévus, parce que c'est pas si, c'est quand, tous les projets, on va avoir des ajustements à faire. On fait de la planification pour être capable de s'ajuster. Et donc, le rôle du PM, c'est de trouver des solutions créatives avec l'équipe et de formuler des recommandations et des options claires aux clients. Pour dire, bon, on a eu tel problème, là, on pourrait, exemple, décaler telle fonctionnalité pour être capable de livrer un MVP plus vite. De donner un peu ces choix-là aux clients. C'est sûr, le PO va avoir une grosse part à jouer dans le décisionnel de qu'est-ce qui pourrait être on va dire, descopé ou dépriorisé. Mais il reste que le PM, c'est à lui un peu d'aller garder le client dans la boucle pour la planification. Je retiens quand même le planifier, ça permet de pouvoir toujours ajuster. Tu sais, je trouve que c'est tellement vrai. Puis présenter comme ça aide à être détendu. On se prend pas de cachette. Là. Non, je pense que, en tout cas, j'ai pas vu de projet qui se sont faits avec la planification originale. Mais ça sert aussi à ça l'agilité, non? Oui, exact. Ça, c'est complètement utopique dans mon tête de penser qu'on va arriver avec un estimé, tu sais, right on, puis qu'après ça va se... C'est pas pour rien qu'il y a une phase où on pose des questions, on définit les requis, on check les edge cases, excusez les anglicismes, mais bref, on regarde toutes les... On travaille beaucoup en anglais, ça paraît-tu? Tous les angles, en fait, on pose des questions, puis essentiellement, quand on pose des questions, on amène souvent des clients à se re-questionner. C'est normal au début, on part avec une vision à haut niveau des objectifs qu'on veut atteindre, une certaine vision de ce qu'on veut faire, découper, mais qu'après ça prend du temps de questionner ces éléments-là, puis les questionner de façon priorisée. Qu'est-ce qui est au cœur du projet? C'est ce sur quoi on va commencer à discuter, puis plus on avance, plus on arrive avec des éléments qui sont... je veux dire, qui sont pas facultatifs, mais qui vont être autour du cœur du projet. Puis à un moment donné, on va se dire, OK, on en a assez pour lancer un MVP. Mais tu sais, c'est des discussions, c'est des maquettes, c'est des ce qu'on fait aussi, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble, de ma compréhension, il me semble aussi que ce processus de questionnement, au début, ça reste vraiment purement du questionnement, mais assez rapidement, on commence à pouvoir agir et, je veux dire, faire lancer le projet dans les équipes. Tu sais, en fait, c'est un questionnement constant quand on passe pas, mettons, j'en sais rien, moi, 6 mois à se questionner pour ensuite passer 6 mois à développer. On se questionne, mais on commence à développer pour continuer à se questionner, etc., etc. C'est un peu comme ça que ça fonctionne? Oui, en fait, l'idée, c'est de commencer à discuter des éléments les plus prioritaires pour que, idéalement, dans quelques semaines, on ait défini ces éléments-là, que les équipes puissent commencer à travailler pendant qu'on se questionne sur les autres éléments pour les préparer. Fait qu'on essaie, dans un monde idéal, on essaierait d'être quelque chose comme 2 ou 3 sprints à l'avance, donc peut-être 1 mois et demi à l'avance. Puis l'idée, c'est que le faire de cette façon-là, ça nous permet d'aller plus rapidement au marché. Ça nous permet aussi d'aller valider les hypothèses plus rapidement, d'aller donner un outil dans les mains des clients. Parce que ça reste souvent... tu sais, ça reste des discussions, il y a des wireframes, il y a des designs, c'est ça. Mais lorsqu'on télécharge une application en test sur son téléphone, il y a quelque chose de vrai qui se passe. Puis c'est là qu'on va aller le plus rapidement possible parce que... en fait, bref, ça a énormément de valeur. Puis ça nous permet de discuter des vraies choses, en fait. Le concept de MVP est ultra important là-dedans. MVP étant Minimum Viable Product. Puis, tu sais, quand on parlait d'ajustement tantôt, ça planif ou sur les budgets, peu importe, ça revient à comprendre les besoins du client au début. C'est pas juste au niveau de la solution, tu sais, qu'est-ce que le client attend, mais ça peut être aussi tout l'aspect administratif. Quel niveau de reporting le client veut? Est-ce que son projet il est surtout date-driven ou budget-driven? Est-ce qu'on a un budget, une enveloppe budgétaire, on ne pourra pas déroger de cette enveloppe-là, et donc il faut arriver à faire le maximum avec cette enveloppe-là, ou on a une timeline ultra serrée parce qu'il y a
20 000 dépendances dans l'organisation avec ce projet-là, et donc tout faut converge à la même date. Ben, on ne travaillera pas le projet de la même façon, évidemment. Puis c'est là où le trio du PO, de l'architecte puis du PM prend tout son sens, parce que ça prend ces trois rôles clés-là pour être capable de garder une stratégie qui va arriver à rencontrer les besoins du client. Puis c'est ça, là, tu mets aussi les notions d'évolution. Tu sais, c'est sûr qu'on réfléchit à une MVP. Ben, c'est pas qu'on réfléchit à une MVP, mais à un certain point, on se dit il faut qu'il y ait une mise en marché à un certain moment. Donc, on peut déterminer que ce produit sera satisfaisant pour être mis sur le marché, mais c'est sûr que généralement, on veut penser toujours à plus loin, c'est-à-dire les évolutions. En général, mettons qu'on a un projet, je dis n'importe quoi, qui est évalué à 500 000. Fait qu'on a une enveloppe de 500 000, puis souvent, les projets vont être budget-driven, la plupart. Et donc, on va monter un scope. Puis souvent, le scope va avoir été monté à haut niveau par le client. On va l'évaluer. On va dire, OK, c'est à peu près un projet de 500 000. Après ça, on va travailler avec ce budget-là. Mais même à l'intérieur du 500 000, on ne fera pas un MVP de 500 000. On va faire un MVP qui va peut-être être le premier 125 000. Ouais, OK. Tu sais, le concept d'un MVP, c'est exemple, tu as besoin d'une voiture pour te déplacer. Ben, au lieu de te construire une roue en premier, puis ensuite le volant, puis tu peux rien faire avec ça, on va te construire un skateboard. Ça coûtera pas cher. Tu vas pouvoir rouler dessus. Ensuite, un vélo. C'est une image qui revient souvent en agilité. Cool. Il y a toujours une petite analogie d'ailleurs dans les podcasts, j'aime beaucoup. Oui, mais c'est une image qui est très parlante, parce que tu vois dès le début, OK, dans le fond, c'est vrai, je me déplace plus vite en skateboard qu'à pied. Est-ce que c'est super? Tu sais, je peux pas vraiment aller chercher mes enfants à garderie avec ça, mais quand même, je me déplace plus vite. Puis là, ben, tu bâtis là-dessus pour avoir un produit qui est de plus en plus au niveau des besoins qui avaient été énoncés. OK. Donc, comme tu nous expliquais, il y a le 500 000. Dans le 500 000, mettons les 120, 125 premiers 1000 servent à construire cette MVP. Qu'est-ce qu'on fait du budget restant? Comment on considère ça? OK, ben, le reste du budget restant, ça va être un roadmap. Là. Puis le roadmap, ça, c'est vraiment dans la cour des PO, avec le client, de définir justement en ordre de priorité qu'est-ce qui va livrer le plus de valeur au client. Puis on commence toujours avec ce qui va livrer le plus de valeur. Puis à la fin du projet, ben là, quand on va avoir livré l'ensemble de la portée qui avait été demandée par le client, ben là, on va tomber en évolution. OK. L'évolution, ça peut prendre maintes et maintes formes. Il y a des clients qui vont investir des centaines de milliers de dollars à chaque année pour upgrader leur application. On a un client qui a une application B2C, donc Business to Customer, et ils veulent que leur application devienne un one-stop shop pour tous leurs clients. Okay. Donc, tous les services qui sont offerts par cette compagnie-là, ils veulent que finalement le consommateur soit capable de les consommer directement sur l'application. Donc, on est encore loin de là. Il y a déjà beaucoup de services qui peuvent être consommés, mais on est encore loin. Donc, il y a énormément d'évolutions qui s'en viennent, et ils ont un budget annuel récurrent pour continuer à bâtir là-dessus. Okay. À l'inverse, il y a des clients qui vont se faire une application, puis après ça, ils ne voudront plus y toucher. Okay. Mais il y a quand même un aspect de maintenance qui va embarquer, parce que, tu l'as dit tantôt, c'est un domaine qui évolue vraiment vite. Peu importe la technologie qu'on va utiliser pour bâtir l'application, il y a quand même une question de framework qu'on va avoir utilisé qui vont évoluer, eux, dans le temps. Et donc, on va être obligé de faire des mises à jour avec le temps pour s'assurer que l'application reste à jour. Ouais. Puis il y a aussi les OS. Pour supporter les nouveaux appareils. Exact. En fait. Mettons, Apple sort un nouveau iOS à toutes les années, Android, même chose. Des fois, ça introduit des petits problèmes d'incompatibilité. Donc, il y a un peu de tests à faire, des fois de la correction. Mais c'est des investissements, je rassure les clients qui nous écoutent, c'est des investissements qui sont généralement assez mineurs comparativement à l'enveloppe globale du projet, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut être conscient.
Puis c'est le genre de choses que si on fait pas, qu'on accumule, on peut se retrouver devant un gros problème. La dette technologique. La dette technologique, la fameuse dette. Parce qu'il y a souvent il y a des ajustements mineurs, mais il arrive toujours un moment où là, c'est un changement majeur. Là, il y a un OS qui sera plus supporté ou il y a un changement qui brise tout. Puis justement, si tu n'as pas fait ta maintenance, ça fait 5 ans que l'application n'a pas été updatée, c'est là que ça coûte cher. Mais je trouve qu'en même temps, ça a beaucoup mauvaise presse, ça, la dette technique, puis investir de l'argent là-dessus. Mais tu sais, au final, souvent, de mettre à jour, ça nous donne accès. Tu sais, par exemple, il y a un nouvel appareil qui sort de Apple, mais il vient avec de nouvelles fonctionnalités qu'on peut, tu sais, on peut utiliser ça pour mieux servir nos clients, pour intégrer des nouvelles, nouvelles fonctionnalités, de nouvelles capacités. Moi, j'essaie de le voir comme ça parce qu'il y a une raison pour laquelle faut que ça soit mis à jour. Fait que, Puis je trouve, en tant qu'utilisatrice, les meilleures applications, c'est celles où tu vois. C'est pas voir qu'il y a eu des mises à jour pour qu'il y ait des mises à jour, mais c'est parce que tu sais que tout le travail qui a été fait, c'est parce que ça s'adapte toujours plus aux besoins des utilisateurs. Puis c'est ça qui va faire que tu vas avoir envie de les utiliser en 2022, mais en 2023, puis en 2024. Genre, il faut que l'application, elle évolue. Donc, je pense que c'est aussi nécessaire. On en parlait dans le podcast avec Catherine et Alexia dans l'équipe design. Mais tu sais, l'application, Catherine disait que c'est un écosystème, tu sais, c'est vivant, il faut que ça vive, il faut que ça soit nourri pour que ça soit toujours... pour que ça fasse toujours du sens pour les utilisateurs. Tu sais, je pense qu'on a quelques exemples comme ça qui nous viennent en tête d'applications qui ont dû être développées il y a genre, pas moi, 7-8 ans, puis tu peux parfois toujours les trouver, mais clairement, l'expérience, on a fait beaucoup de chemin depuis, puis c'est rare que tu sois fidèle à ce type d'application. T'sais. Ça, c'est un point. Il faut être conscient aussi de la durée de vie des applications. En général, 5-7 ans, la durée de vie d'une application mobile. Ça, ben, encore là, dans notre partenariat avec les clients, c'est des choses qu'on aborde, qu'on veut les sensibiliser, soient conscients pour pas que ça soit une surprise là, au bout de l'année. C'est drôle parce qu'en même temps, ça fait penser souvent en début, tu sais, par exemple, on arrive avec un projet puis on dit « Ah, on va avoir des millions d'utilisateurs, ça va être super. » Après ça, on lance un MVP, on a un petit peu d'utilisateurs et tout ça. Puis à un moment donné, lorsque vient le moment où on a plus de gens, où on a du succès, bien, ça vient souvent avec... plus de coûts d'infrastructure, tu sais, faut revisiter des choses, puis on dirait que là, c'est le coût du succès en même temps qui est essentiel, gérer plus de données, on se met à accumuler plein de data, tu sais, comment est-ce qu'on fait pour supporter tout ça, fait que faut pas perdre de vue que autant on va développer en mode justement MVP puis livraison incrémentale, ben autant le succès de l'application, le succès de la plateforme, faire en sorte qu'il faut investir aussi un peu plus, puis en même temps, normalement, si on a bien fait les choses, il y a plus de revenus basés là-dessus, fait que, donc on est content, là, mais... Voilà. Mais il faut bien le garder à l'esprit. C'est ça, je pense qu'on peut conclure. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, puis peut-être que je vais te laisser le dire parce que tu avais bien formulé, mais il faut toujours se rappeler que le client est expert de son domaine. Je te laisse le reformuler. C'est vraiment trop beau, je peux pas me permettre de le reprendre. Non, mais en fait, mon point essentiellement, c'était que pour moi, la relation... Il y a aucun moment où, dans ma tête, on est capable de partir avec un projet puis on est assez connaissant du domaine pour dire on sait tout. Fait que moi, mon rôle en tant que responsable produit, puis nous, notre rôle chez Inventive, c'est d'aider les clients, c'est de cheminer ensemble, puis on sera jamais aussi bon que nos clients pour connaître leur domaine. Fait que de se parler souvent, de valider nos points, puis à un moment donné, d'internaliser un peu ce discours-là, d'être capable de le porter, de questionner à un niveau qui est un petit peu plus élevé. Tu sais, on veut pas être un boulet, puis vous nous réexpliquez toujours les choses. On veut être au même niveau que vous. On a des discussions qui sont pertinentes, on comprend vos utilisateurs. Puis c'est là qu'il y a une super belle relation qui s'installe. Puis d'un côté, les clients amènent la partie domaine d'affaires, les besoins qui évoluent et tout ça. Puis de notre côté, on amène plus la partie, OK, ben comment ça se traduit en solutions technologiques? Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Puis parce que c'est là la valeur, dans le fond. Parce que autant, c'est une relation en symbiose, là, le PO puis le client. Le PO ne pourra jamais remplacer le client, mais en même temps, le client a besoin d'un PO parce que le PO, c'est lui qui est expert dans comment ça fonctionne un projet, qu'est-ce que les développeurs ont besoin, quelles questions il faut répondre pour que ça roule. Le client, des fois, il y en a qui sont équipés, comme on l'a dit, mais la plupart ont besoin de cette expertise-là, puis c'est pour ça qu'ils font affaire avec des partenaires comme nous. Ouais. Je pense que c'est parfait, non, pour conclure ce beau podcast. Merci à vous deux d'avoir été présents aujourd'hui. C'était vraiment très enrichissant, je pense, pour moi et pour les auditeurs. Puis, on se refait un podcast. Merci. Bientôt. Merci. N'importe quand. Bye. Salut, bye.